Je suis accompagnée de Mme Nancy Richard et de Mme Jennifer Garfa, membre de la commission. D'abord, Mme ressources Monsieur Jean-Yves Bougeon et Mme Nathalie Monsieur Stéphane et Monsieur Stéphane Francis de l'autre ainsi que la séance est ouverte et je profite de l'occasion de expliquer les règles qui encadrent la recherche. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une commission politique consultative du Conseil, que le mandat de former une politique au Conseil après le recommandation. Les cycles présentés devant cette commission sont d'ordre incompatible permettant ultérieurement aux membres du Conseil de prendre des décisions. Les citoyens et citoyennes intéressés par le sujet peuvent assister à cette séance en personne ou les écouter par le biais d'une notification intégrale de l'enregistrement de la séance. L'enregistrement sera déposé sur le site web de la bibliothèque dans les prochains jours. Lors de délibération sur le sujet, les personnes présentes dans la salle ne pourront pas intervenir. Il est possible de suivre l'analyse des dossiers et les échanges. En bien exprimé par le sujet, je vous invite à communiquer avec votre conseiller ou votre commission. Vous pouvez vous présenter à la période de questions et votre conseiller municipal pour le sujet sur à titre de président, je suis également je voudrais encore la liste de ces cloches. J'aimerais également vous informer que l'utilisation d'appareils photographiques, cinématographiques, d'enregistreurs, de tout autre appareil similaire, capter les images pour enregistrer les délibérations est expressément interdit dans la salle, sauf pour les journalistes. Terminé, mon rôle de présidence m'amène à maintenir l'ordre et le décorum dans la salle et à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour veiller au bon fonctionnement de la séance. J'invite donc les personnes présentes à respecter l'ordre et le silence. Pendant toute la durée de la séance, les attaques contre membres ou les personnes ressources ne seront pas tolérées. Je vous remercie de votre collaboration et surtout de votre attachement pour la pratique. Mon président, et passant au premier point, choisir notre décision. Il y aurait des suggestions. Il y a la suggestion, merci Madame la Présidente, je suggérerais la conseillère Jennifer Garfat pour avoir une représentativité à la ville et de toutes les communautés comme vice-présidente de la commission. Ça me va très bien pour Jennifer. Je n'ai même pas parti. Je n'avais pas mis mon micro. Jennifer, est-ce que tu te sens à l'aise d'avoir le poste de vice-présidente? Oui, et je suis hâte de travailler avec tout le monde et apprendre plus. Donc, merci pour la chance de le faire. Bon, mais alors nous avons notre présidente. Alors, nous passons au deuxième point. Nous avons donc comme sujet à l'ordre du jour l'état d'avancement sur le renouvellement de la politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais de ce pas partager mon écran avec vous. Voilà, on va essayer de le mettre en diaporama. Donc, on va y aller rondement parce que mon défi et mon challenge, c'est de rentrer dans mon temps. Caroline sait à quel point c'est un défi pour moi. Donc, aujourd'hui, je vous présente vraiment le renouvellement de la politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes de la ville de Sherbrooke. Puis, quoi de mieux pour commencer que de vous présenter l'écosystème de l'immigration à Sherbrooke.
Donc, en fait, pour présenter cet écosystème-là, on va présenter les acteurs qui travaillent dans cet écosystème, qui sont nos 5 organismes admis en immigration, qui est Action interculturelle, que vous connaissez certainement tous, la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, le RIF, qui est plus communément connu sous ce nom-là, le RIF, Rencontre interculturelle des familles de l'Estrie, le SAFRI, qui est soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie, et le service d'aide aux Néo-Canadiens. Donc, c'est nos 5 organismes admis à la ville. Ces 5 organismes, je ne dirais pas parce que, c'est pas juste parce que c'est pour ça qu'ils sont admis, mais ces 5 organismes-là, leur clientèle est principalement issue de l'immigration. Évidemment, on a d'autres organismes aussi sur le territoire qui travaillent avec ces personnes-là. Maintenant qu'on a parlé des organismes admis, il y a aussi les tables et les comités sur lesquels siège la ville de Sherbrooke, puis des tables et des comités qui travaillent en immigration, autant en immigration qu'en interculturalité. Je commencerai par l'instance de concertation en immigration de Sherbrooke, qui, moi, je dis qu'il est un outil, puis ce n'est en rien réducteur ni péjoratif de dire que c'est un outil, moi, dans mon cas, pour mon mandat à la ville, mais aussi, je suis sûre que pour toutes les personnes qui siègent sur l'instance, parce que c'est vraiment là que gravitent tous les organismes et toutes les organisations qui interviennent de près ou de loin dans l'écosystème de la personne immigrante. Donc, c'est vraiment génial de siéger là. Puis la ville, on siège vraiment au même pied d'égalité que toutes les organisations qui sont là. Comme je dis, on n'est pas là avec nos gros sabots pour venir dire quoi faire. Puis je pense que les organismes qui sont là l'apprécient énormément, le fait qu'on soit là puis qu'on soit à l'écoute aussi. Il y a le programme des cités interculturelles auquel on a adhéré l'année dernière, puis dont Bob vous a un peu parlé tout à l'heure. Puis on est bien content parce que ça nous donne une très belle ouverture sur le monde, les bonnes pratiques, je mets des guillemets, dont il parlait tout à l'heure. Puis la stratégie anti-rumeur dont il a parlé, qui vient de la ville de Barcelone, tout ça, moi, je les ai vus passer parce que je suis l'interface pour la ville au programme des cités interculturelles. Pour les deux en dessous, j'aurais pu intervertir un petit peu les carrés parce que je vais d'abord parler du réseau d'accueil estrien, qui est une démarche mise en place par la TME, la table des MRC de l'Estrie, pour les 7 MRC, parce que pour le moment, les 2 autres, Otiyamaska et Brome-Missisquoi, ne font pas partie, mais c'est vraiment les 7 MRC ont chacune une agente. Bizarrement, je dirais, on n'est que des filles dans ce réseau-là. Une agente qui s'occupe de l'accueil, de l'intégration des nouveaux arrivants, en fait, qu'ils soient immigrants ou pas, sur le territoire, sur chacun de leur territoire. Donc, moi, je suis l'agente pour la ville de Sherbrooke. Et le réseau d'accueil est sous la fiducie de Vision Attractivité, qui, à l'époque, était une démarche, mais qui maintenant est une OBNL qui travaille, comme le nom l'indique, sur l'attractivité en fait, de l'Estrie, canton de l'Est, puisqu'on parle des 9 MRC, dont la Otiyamaska et Brome-Missisquoi. Et l'accueil étant un pilier majeur de l'attractivité, parce que qui dit attractivité, si tu attires quelqu'un sur ton territoire, la moindre des choses, c'est de l'accueillir, de l'intégrer, puis de l'inclure. Donc, c'est pour ça qu'il était tout à fait naturel de mettre le réseau sous la fiducie de Vision Attractivité, en laissant aux MRC et aux villes vraiment les coups de franche de travailler avec leurs agentes. Le céramique, qui a un nom aussi kilométrique, chantier d'échange sur les réalités de l'accueil et du maintien de l'immigration au Québec. Donc ça, c'est vraiment plus des tables, plus, je dirais, provinciales. Le céramique, la ville de Sherbrooke est une ville membre du céramique, mais aussi c'est plus des MRC, je vous dirais, qui accueillent moins de 5% de personnes issues de l'immigration. Donc, Sherbrooke, vous me direz qu'est-ce qu'elle fait là, parce qu'elle en a beaucoup plus. Je dirais, on fait office un peu de grande sœur, mais aussi, ce n'est pas parce qu'on est grande sœur qu'on ne peut pas s'inspirer des petits frères ou des petites sœurs. Donc, vraiment, ça se passe super bien avec ces gens-là de l'Abitibi, de la Matanie, un peu partout dans la province. Le JETSIC, qui est le groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles du Québec et qui n'a rien à voir avec le programme des cités interculturelles, c'est juste que les deux utilisent cette expression-là. Le JETSIC est, comment je dirais, est là pour outiller les municipalités et travaille beaucoup plus sur, évidemment, l'interculturalité, l'immigration, l'ouverture sur les autres, les différences, tout ça. Donc, on participe régulièrement à leurs conférences. Ensuite, le Rémiri, dont Bob vous a aussi parlé tout à l'heure, dont la ville de Sherbrooke, encore une fois, est une des villes membres du Rémiri. Puis, je tiens à préciser que la ville de Montréal et la ville de Sherbrooke, qui sont les 2 seules villes cités interculturelles au Québec et au Canada, on a aidé à ce que le Rémiri devienne un réseau national des cités interculturelles. Il y a une différence à être une ville cité interculturelle et une ville membre d'un réseau national. Je ne rentrerai pas dans les technicalités, mais on travaille énormément avec le Rémiri. On siège aussi sur leur comité de direction et le comité de suivi.
Donc, ça fait un peu le portrait des tables et des comités sur lesquels la ville siège tant localement, régionalement et plus internationalement. Pour le national, tranquillement, pas vite, ça arrive. On va peut-être faire partie comment je dirais ça, de la Fédération des municipalités canadiennes. On a été approché un petit peu. C'est ce que je vais en parler à mes patrons pour voir comment ça se passe. Puis aussi la Fondation canadienne pour les relations raciales aussi qui nous ont approchés pour faire partie d'un comité pour travailler avec eux parce que c'est beaucoup dans le Canada, mais un peu moins au Québec. Donc c'est sûr que Sherbrooke, de plus en plus, on se fait approcher pour participer à ce genre de choses-là, ce qui n'est pas plus mal. Là, je m'excuse, je sais que c'est hyper flou. Caroline l'avait envoyé, puis j'avais envoyé à Madame Le Sarr aussi le document. Mais ça vous donne vraiment un échéancier qu'on avait mis en place pour que vous puissiez voir vraiment les grands jalons qu'on a mis en place pour le renouvellement de cette politique. On commence par un portrait. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière politique, depuis les 17 dernières années? Une politique, d'habitude, c'est une décennie. La nôtre est un peu plus vieille. C'est jamais trop tard pour bien faire. On a fait un portrait des 17 dernières années de ce qu'on a fait. On a consulté. Cette consultation a donné place à l'élaboration du plan d'action que vous avez certainement vu passer, puisqu'on on attend le MIFI, puis l'entente à signer avec le ministère de l'Immigration. Ça va nourrir aussi la rédaction de la politique. On est dans notre échéancier, ça c'est quand même important de le préciser. Puis je suis bien contente parce que ce n'est pas toujours évident souvent de respecter un échéancier. Il y a un proverbe africain qui dit « un seul doigt ne peut ramasser un caillou ». Donc, c'est sûr que toute seule, je n'aurais pas pu faire tout ce travail-là. Je suis accompagnée aussi de toute l'équipe qui est avec moi, dont Caroline qui m'entend souvent. On a mis en place aussi un comité de pilotage parce que la communauté est super importante. On a beau faire, nous, la ville, des choses et tout, mais si la communauté n'est pas derrière nous, c'est clair que ça ne fonctionnera pas. Puis, il était important aussi qu'on ait une politique un peu différente de la première qui était beaucoup axée sur la ville. Qu'est-ce que la ville va faire pour le territoire? Qu'est-ce que la ville va faire pour ces gens? Mais maintenant, c'est qu'est-ce que la ville et la communauté vont faire pour leur territoire. Donc, c'était vraiment bien important. Puis, je pense que le comité de pilotage l'a vraiment pris à cœur. Les membres du comité, vous les voyez ici, l'Action interculturelle, le Centre d'éducation populaire de l'Estrie, le CEGEP, Entreprendre Sherbrooke, qui est une paramunicipale de la ville, la Fédération, le MIFI, donc le ministère est avec nous là-dedans aussi, Sherbrooke Ville en Santé, Orientation Travail, le service d'aide aux Canadiens, puis la ville de Sherbrooke. Évidemment, encore une fois, on ne le fait pas tout seul, on se fait accompagner par la coopérative de travail NISCA qui est vraiment super. Je ne ferai pas la publicité, mais qui nous accompagne quand même très bien. Et la chose que je voulais vous dire aussi, c'est que comme vous pouvez voir, on a vraiment tout l'éventail de comment je vous dirais ça, de volets ou de domaines qui interviennent dans l'écosystème, encore une fois, de la personne immigrante. On parle de francisation, d'employabilité, d'accueil, d'intégration. Donc, tous ces acteurs-là, puis ont levé la main pour dire, moi, je n'ai pas été choisir, toi, tu viens, toi, tu viens. C'est vraiment des gens qui ont dit, moi, je veux faire partie de ce comité-là. Je trouve que c'est mieux quand c'est la personne qui lève la main pour dire, parce que là, la motivation et l'intérêt. Puis on le voit, moi je l'ai remarqué tout le long de la consultation qu'on avait faite. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, avant d'aller un peu plus loin, je tenais juste à vous dire que vous avez reçu en annexe l'état de situation d'une 50aine de pages, si ce n'est plus. Fait que là, c'est un peu plus exhaustif. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des bons coups puis des défis que j'ai ressortis. Mais évidemment, si j'allais dans l'exhaustivité, je pense qu'on est ici jusqu'à cette nuit. Donc, l'état de situation fait vraiment un petit peu plus, relève les choses. Fait que si vous avez besoin de plus de détails, malgré les échanges qu'on va avoir tout à l'heure, mais prenez le temps de le lire si vous avez l'intérêt de voir un petit peu plus les choses. Donc, je vais vous parler des consultations, de leurs résultats, mais aussi des autres démarches parce qu'on a demandé des rapports, des études et tout ça. Donc, Bob aussi, la démarche qu'il vous a présentée tout à l'heure fait partie de cette consultation-là. On est allé chercher 6 volets. L'accueil, la francisation, l'employabilité, le racisme et les discriminations. On aurait pu s'arrêter là pour dire que ça fait quand même le tour de la chose. Mais on s'est dit, en tant que ville, il faudrait se regarder un peu le nombril, voir charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, avant de dire aux autres, balayer devant chez nous, est-ce que chez nous, c'est propre? Parce qu'en plus, on l'entend, le comité nous dit, on veut une ville exemplaire, on veut une ville qui a du leadership. On est déjà fiers de notre ville, mais on veut encore plus savoir qu'elle s'engage publiquement et politiquement sur certains enjeux. Donc, on s'est dit, bon, on va aller voir la ville comme prestataire de services, donc en lien avec les citoyens, mais la ville comme employeur au sein de l'organisation municipale qui engage des personnes issues de l'immigration, comment ça se passe. Donc,
tous ces gens qu'on est allé voir, les 526 personnes, qui peuvent paraître peu, mais évidemment, nous, on a suivi plus le côté qualitatif que quantitatif, et ce qui en enlève en rien, évidemment, la qualité du travail. Vous allez voir, on est allé voir des employeurs, on a vu le personnel ville, qui soit des gestionnaires, des employés issus de l'immigration, des employés de première ligne. Vraiment, puis je suis très contente surtout, puis je le souligne ici, même s'ils ne sont pas tous là, mais de la réponse des gestionnaires pour les focus group, ça a été vraiment extraordinaire. J'étais surprise, peut-être que vous me direz pourquoi, mais j'étais surprise d'avoir autant de réponses pour les focus group. Et il y a aussi, comment je vous dirais ça, des rapports qui n'ont pas eu besoin d'aller chercher des gens comme le rapport de Bob, il n'a pas eu besoin d'aller poser des questions, de sonder, il est vraiment allé d'une manière beaucoup plus scientifique, documentaire, donc qui n'apparaissent pas nécessairement parmi ces 526 personnes. Les résultats, parce que je vais vous présenter des résultats un peu plus détaillés, mais je me suis dit une photo d'un avant et un après aussi, ça parle souvent. Rapidement, je vous fais une petite genèse. En 2017-2019, la ville de Sherbrooke a demandé à l'Observatoire estrien en développement des communautés, l'OEDC, de faire un tableau de bord sur l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes avec 6 dimensions, donc 6 indicateurs que vous voyez ici, le lien avec les organismes, la qualité de vie, le logement, les associations monoethniques, l'emploi et la francisation. On a sorti comment je vous dirais ça, des résultats, des tendances qui sont ressorties à ce moment-là. Puis on s'est dit, ben là, on fait une consultation. Pourquoi ne pas, au lieu de voir un peu les tendances, on ne peut pas nécessairement réactualiser le tableau de bord parce que, un, on n'a pas encore les chiffres du dernier recensement et deux, scientifiquement, il n'y a pas assez d'eau qui a coulé sous les ponts pour se dire on recommence tout parce que ça fait quoi, 3-4 ans, 5 ans au plus que ça a été fait. Puis idéalement, ça serait un peu plus pour laisser le social évoluer et voir les résultats. Donc, en 2017-2019, pour le lien avec les organismes, la situation était quand même problématique. Il y avait des stratégies, des actions à développer. Et vous le voyez là, en 2021, c'est une situation en voie d'amélioration. Et grâce à quoi? Grâce à l'instance de concertation en immigration qui a mis tous ces organismes-là qui travaillent en silo avec des chasses gardées, qui se sont dit, on va se mettre sous le chapeau de l'instance pour travailler tous ensemble. Et là, il y en a plusieurs qui se sont, ah, toi, tu fais ça, mais je peux référer à tel. Ça permettait aux gens de savoir qui fait quoi, parce que le principal, c'est la personne immigrante, à savoir où la référer ou comment la référer. Rapidement, le code de couleur, là, c'est vraiment un code de couleur très basique. Le vert, c'est yé, ça va bien. Le orange clair, c'est que, OK, ça va bien, on y arrive, mais il faut continuer. Puis, ben, l'orange, vous savez, c'est des situations problématiques. Puis le gris, ben, c'est une zone grise. Vous voyez, c'est à documenter. Donc, la qualité de vie, il fallait des stratégies, des actions à développer. En 2021, ça va bien, on les a mises en place, mais il faut les continuer. Le logement, je ne vous apprends rien, je ne m'étalerai pas. C'est à la grandeur de la province, c'est une situation problématique, ce n'est pas juste à Sherbrooke. Les associations monoethniques, c'était à documenter en 2017-2019, ça l'est encore parce que c'est un couteau à double tranchant qu'on peut voir. Autant on peut le voir comme des associations qui contre l'isolement, parce que je vais m'y mettre dedans, parce que je suis une personne immigrante. Quand on arrive, on arrive à un endroit où on est une minorité, quand on trouve une association qui regroupe les gens de notre pays, c'est naturel, l'être humain est un être grégaire qui aime bien se retrouver avec les siens. Tu vas parler ta langue, tu vas manger de la nourriture de chez toi. C'est naturel pour les gens de s'y mettre. Donc, des fois, on se dit, oui, c'est bien, ça contre l'isolement, ça aide à passer l'information. On l'a vu avec la pandémie, on est passé par les associations monoethniques pour passer les informations. Mais de l'autre côté aussi, ça peut faire en sorte que les gens soient trop confortables puis ne sortent pas nécessairement se mettre avec la communauté d'accueil. Puis c'est quoi l'information qui est dirigée vers qu'ils entendent de la communauté d'accueil, qu'on leur dit. Il y a cette petite connotation, à tort ou à raison, c'est vraiment sorti dans c'est pas moi qui le dis, à tort ou à raison, cette connotation religieuse qu'on leur prête, on peut se dire peut-être qu'il peut être négatif ou positif, c'est vraiment à chacun de voir comment il la voit, mais ça reste toujours à documenter. L'emploi, c'était problématique, ça commence à s'arranger aussi, on le verra tout à l'heure avec les détails. La francisation, malheureusement, c'était une situation problématique, ça l'est encore, puis ça, c'est vraiment dommage. En 2017-2019, le racisme et les discriminations, ce n'était pas un indicateur qui était là.
Puis là, on s'est dit, depuis la mort de George Floyd, c'est pas ça qui a fait que tout d'un coup, on s'intéresse au racisme et discrimination, mais j'avoue que ça l'a exacerbé de dire, OK, là, on peut vraiment plus fermer les yeux. Et puis vous l'avez vu avec la présentation de Bob, c'est un des premiers éléments qui ressortait que les municipalités mettent en avant. Donc, on s'est dit, il va falloir travailler dessus. Ça va apparaître dans la politique aussi. Je mets les couleurs tout de suite. Et là, c'est des stratégies aussi à continuer. On a commencé certaines affaires, mais il faut les continuer. Pour l'accueil, les bons coups, c'est le dynamisme du milieu communautaire, puis les tables de quartier que moi j'appelle les gouvernements de super proximité parce qu'ils sont vraiment très dynamiques. Les citoyens s'impliquent énormément dans les tables parce que c'est beaucoup plus petit, puis ça concerne leur territoire direct. Les visites exploratoires pour les personnes qui désirent s'installer à Sherbrooke, moi j'ai participé à une ou deux, pas comme participante, mais vraiment comme professionnelle de la ville pour travailler à ce que les gens comprennent que c'est super de vivre à Sherbrooke. Les défis, c'est l'accès aux services municipaux. Les gens comprennent pas trop comment ça fonctionne, comment ils peuvent faire. Donc, ça ressortait. La barrière de la langue, ça, vous comprenez, quand on ne parle pas la même langue, puis qu'on ne parle pas la langue des signes, c'est très difficile de se comprendre. La méconnaissance et la disponibilité des services d'interprètes. Le personnel ville aussi nous l'a dit. Il y en a qui ne savaient même pas que ça existait, un service d'interprète, ou qui se demandaient comment ça fonctionnait. Je pense que celui qui l'utilise le plus, c'est Hydro-Sherbrooke. Mais sinon, les autres services savent plus ou moins. L'accès aux logements sociaux, là aussi, je ne m'étalerai pas. La francisation, les bons coups qu'on a, c'est que, encore une fois, grâce à l'instance, il y a une très belle collaboration avec les organismes et les institutions en francisation. Donc, tout ce qui est Cégep, Centre Saint-Michel, Université et les organismes comme le Centre d'éducation populaire ou le Carrefour Accès Loisirs qui font plus de la francisation à temps partiel et tout, travaillent vraiment ensemble pour pouvoir aider les personnes qui veulent prendre la francisation. La pandémie n'avait pas eu que du mauvais. Le virage technologique a beaucoup aidé aussi à concilier le travail, famille, études grâce justement, ils ont eu des tablettes, des iPads, tout ça pour travailler de chez eux. Les défis, c'est l'accessibilité au cours des longs mois d'attente. C'est compliqué, c'est difficile. Des fois, je veux du temps plein, mais ça n'existe pas. Je veux du temps partiel, c'est difficile. L'inadéquation des cours par rapport à la clientèle et aux besoins du marché de l'emploi. Les cours qu'on leur donne ne conviennent absolument pas. Puis ça, c'est une problématique qu'on vit avec le MIFI, de changer un peu ce paradigme-là. Mais bon, c'est des vœux pieux. La pratique et la maîtrise du français, comme je dis, la langue de Molière, c'est pas comme du vélo. Si tu la pratiques pas, tu la perds assez vite. Fait que ces gens-là, quand ils finissent la francisation, ils rentrent chez eux, ils continuent de parler leur langue souvent, puis après quelques temps, ils reviennent, mais la langue, il y a eu un peu de recul, donc c'est un peu plus délicat. L'employabilité, là encore une fois, les bons coups, il y a davantage de liens avec les organisations, les employeurs, les personnes immigrantes, les incitatifs qui ont été mis en place et qui sont diffusés pour les employeurs pour qu'ils puissent comprendre que, écoute, tu as ça qui te permet d'aller engager les personnes issues de l'immigration. Souvent, ça aide. Je vous dirais que la pénurie de main-d'œuvre aide à aller chercher les personnes à l'employabilité. Les défis, c'est l'adaptation des services de recherche aux différents statuts. Ils ne sont vraiment pas adaptés, surtout pour les personnes qui sont très éloignées du marché de l'emploi. Plus elles sont éloignées du marché de l'emploi, moins ces services-là sont adaptés. Donc ça, on l'entend assez souvent. Les entrepreneurs immigrants sont invisibles, pourtant ils existent, ils sont là, mais on ne les voit pas, on ne les met pas en avant. Puis c'est de plus en plus, on commence à entendre des cris de nous, on fait quoi? Où est-ce qu'on nous met dans le contexte de l'entrepreneuriat sherbrookois? Le manque d'équité aussi dans les appels d'offres. Moi, je me fais interpeller de temps en temps parce que je suis la personne ville qui siège souvent sur les comités. Je me fais interpeller de est-ce que les appels d'offres à la ville, est-ce que les entrepreneurs immigrants sont dessus et tout. Mais moi, je ne travaille pas au service d'approvisionnement. je ne le sais pas. Et que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Le défi des recrutements des personnes immigrantes, où les trouver, comment aller les chercher pour qu'ils viennent travailler dans les entreprises, est aussi une question dont les employeurs deviennent un casse-tête pour les employeurs. Racisme et discrimination, vous avez eu il y a quelque temps une présentation aussi au conseil du comité qui est de lutte contre le racisme et les discriminations qui vous a présenté son étude. Ça, c'est les deux bons coups qu'on a eus. C'est un comité qui est tout jeune, tout comme l'instance, mais qui a pu mettre en place cette étude-là, qui veut continuer à travailler sur ces enjeux.
Les défis, vous les voyez, ils ne sont pas exhaustifs, mais ils sont déjà pas mal, ceux que j'ai écrits ici. Le manque d'espace pour porter plainte, les gens qui se disent victimes de racisme ou de discrimination se disent, mais moi je vis avec ça, comment je fais si j'ai envie d'aller parler? Est-ce que la ville, elle n'a aucune instance à laquelle moi je peux aller dire, sans même porter plainte, mais simplement aller dire, je pense avoir été victime de racisme ou de discrimination, c'est quoi les portes vers lesquelles je peux me diriger? Le manque d'adéquation des outils de communication aussi qu'on ne voit pas nécessairement. Peut-être qu'on voit que la ville s'engage moins politiquement ou publiquement sur des enjeux d'interculturalité, même si on a quand même cette aura d'ouverture, mais ce serait bien que le citoyen, monsieur et madame, tout le monde, voit de plus en plus cet engagement-là qu'on a. La sous-représentation des personnes immigrantes dans les institutions, c'était ressorti aussi dans l'étude, l'inéquité, les préjugés dans les différents domaines, le racisme, les micro-agressions dans les personnes immigrantes se disent vivre régulièrement à tous les jours, chaque jour que Dieu fait, qui des fois deviennent une seconde peau, tu te fais une carapace, puis tu continues à les entendre, tu rigoles, puis tu passes à autre chose. Mais ce n'est pas parce que ça ne fait pas d'effet, c'est juste que tu te dis, je ne m'arrête pas là. Donc ça, des fois aussi, ça ressort un petit peu. Rapidement, la ville comme prestataire de services, et ça, je tiens à préciser que ces résultats-là ne sont pas les résultats des 2000 employés ville, 2000 employés, il n'y a pas de SA. Des 2000 employés ville, c'est vraiment les gens, les 200-300 employés qui ont participé au sondage puis au focus group. Donc, les 3/4 des employés sont ouverts à mettre en place des actions pour ajuster certaines pratiques, ce qui est excellent, qui prennent en compte aussi les réalités des personnes issues de l'immigration quand ils sont en avant d'elles. Les défis, par contre, c'est que 80% de ces employés-là n'ont reçu ni de formation ou d'instruction spécifique quant à l'accueil des personnes issues de l'immigration. Et donc, ils vont avec le bon sens, en fait, mais ils n'ont pas reçu vraiment d'instruction formelle. Le manque de connaissances des services municipaux, les mécanismes qui paraissent compliqués, parce que quand tu viens d'un pays où c'est complètement différent, mais que tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, oui, ça peut être une montagne, en fait. La difficulté de les rejoindre, les personnes issues de l'immigration, pour leur transmettre l'information. On l'a vu avec la fédération ou avec les associations mono-ethniques, on peut passer par elles, mais des fois, ce n'est pas toujours évident. Le manque d'informations pour le référencement, le personnel ville nous le dit quand ils reçoivent des personnes issues de l'immigration, mais ils ne connaissent pas tant l'écosystème de l'immigration, quels sont les organismes et les organisations qui interviennent et dans quel domaine ils interviennent. Donc, ce serait bien de faire une formation pour notre personnel de première ligne pour qu'ils puissent comprendre qui sont ces organismes-là et quand référer les gens qui viennent les voir. La ville comme employeur, les bons coups, c'est la mise en place du programme d'accès à l'égalité à l'emploi. Moi, je le précise parce que c'est grâce à ça que je suis assise aujourd'hui devant vous, parce que c'est vraiment ça qui m'a poussée. Je l'ai vu, j'ai dit, waouh, il y a ce programme-là, moi, je vais postuler à ce poste-là. La stratégie mise en place pour rejoindre aussi les personnes cibles, le SSCVC, on a une bonne collaboration avec le service des ressources humaines, fait que je le vois vraiment le travail qu'ils font pour aller chercher ces cibles. Les défis, par contre, malheureusement, c'est vraiment cette perception qui est vraie ou fausse du fait de la non-flexibilité de notre processus de recrutement qu'on trouve vraiment très rigide par rapport, il te manque un diplôme, ben, excusez de l'anglicisme, just too bad, tu travailleras juste pas ici. Fait que les gens ont cette perception-là, comme j'ai dit, qui peut être vraie ou pas, mais qui serait peut-être bonne à expliquer. L'employabilité au sein de l'appareil municipal, on dit qu'il manque encore une certaine représentativité de la population au sein de l'appareil municipal. Le manque de temps et de connaissances pour l'accueil aussi, ça, nos gestionnaires nous l'ont dit, que c'est ça, il manque du temps. Hein, comment accueillir une personne issue de l'immigration qui intègre une nouvelle équipe, comment faire en sorte qu'elle se sente bien accueillie et tout. Penser l'aspect relationnel, l'humain derrière le travailleur, de plus en plus, surtout on l'a vu avec la pandémie, c'est super important. Donc, ce n'est pas juste des travailleurs, mais c'est des êtres humains aussi. C'est des professionnels qu'on engage, évidemment, on les paye pour le travail, mais n'empêche, ça reste des êtres humains aussi. L'ajustement aux différences interculturelles qui devrait être une base, une formation en compétences interculturelles pour tous les employés et les élus inclus. Quand on travaille avec des personnes qui viennent d'ailleurs, ça le dit, c'est notre culture. C'est important de comprendre comment travailler pour un mieux vivre ensemble en harmonie, comme dirait Caroline. Donc ça, c'est important de le rajouter. Je suis presque à la fin. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps ou j'ai parlé trop vite. Je voulais vous parler de la vision
de notre politique. Comme vous pouvez voir, le nom a changé. Avant, c'était politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Là, on est sur une politique pour une ville accueillante et inclusive pour les personnes issues de l'immigration, réfugiés et sans statut. Il était important qu'on inclue tout le monde. C'est ça que notre comité de pilotage nous a aussi clairement dit. Donc, cette vision-là qui a été rédigée, qui a été soumise tant aux directions les deux directions ici, puis au comité de pilotage aussi qui l'ont vu, puis qui l'ont adoré, je peux vous dire qu'ils l'ont vraiment aimé. Ils se sont dit, waouh, on voit ça, on a envie de rester à Sherbrooke, on a d'impliquer, de s'embarquer. On a envie de rêver notre ville dans 10 ans, en 2032, comment qu'on voit Sherbrooke. On voit Sherbrooke une ville accueillante, une ville accessible et équitable, une ville participative, de diversité, inspirante, inclusive, responsable. Waouh, ça donne envie. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de voir le comité de pilotage et j'étais vraiment content. Mais surtout, petite anecdote que je vous raconte, j'ai entendu, ils me disent régulièrement, honnêtement, on est très content. De plus en plus, on voit la transparence, la ville, quand on travaille. Moi, ça fait même pas 2 ans que je suis à la ville, fait que je ne sais pas c'était comment avant. Mais ils nous disent ça, que la transparence à la ville, on est au courant de comment ça se passe. Dans le cadre du renouvellement de la politique, je parle, on est au courant de comment ça se passe, on nous inclut, on demande notre avis, on le prend en compte, notre avis. Parce que des fois, on demandait un avis, puis bon. Mais là, l'avis est important, on le prend en compte. Donc, dernièrement, il y en a une qui m'a dit, la ville de Sherbrooke a une posture et un positionnement qui fait qu'on n'a pas envie de se censurer. Ça donne envie de dire ce qu'on pense parce que la ville est ouverte à entendre ce qu'on pense, ce qui fait que ces gens-là s'approprient la politique. Puis c'est ça qu'on veut. On ne veut pas une politique juste ville, mais une politique qu'on a construite à deux, puis qui va nous servir tout le monde. Ils sont tellement bien là-dedans qu'ils se sont dit, écoute, nous, quand la politique va être adoptée, on veut continuer à siéger, on veut continuer à être là, on veut faire une vigie sur cette politique parce que c'est notre politique à tous, même si c'est la ville, parce que c'est quand même la ville qui est un peu imputable de cette politique, parce que c'est une politique ville, mais n'empêche, les citoyens sont prêts à travailler pour la faire vivre. C'est ça que moi je veux, une politique mobilisante et mobilisatrice qui est vivante, puis qui travaille vraiment pour ce pourquoi on l'a mise en place. Bon, là, j'ai été un peu envolée, mon envolée lyrique. Et les prochaines étapes, un petit peu, c'est vraiment la rencontre de validation du comité de pilotage. Et là, c'est là que je vous lance l'invitation. Parce que, contrairement à la première politique, malheureusement pour celle-ci, et c'est la faute à personne, c'est vraiment la faute à pas de chance, on n'a pas eu le politique qui a siégé dans l'élaboration de cette politique. Donc, la dernière rencontre du comité de pilotage qui va avoir lieu le 19 mai prochain, je vous lance l'invitation, si vous pouvez la passer aussi à vos collègues conseillères et conseillers municipaux, municipales, que ce soit vous tous, on peut toujours rêver, mais que ce soit quelques-uns qui soient présents pour vraiment voir qu'est-ce que les gens ont à dire, si ça vous va et tout. Ça nous manque, puis on l'entend là qui disent, mais pourquoi on n'a aucun élu qui est assis avec nous, qui discute avec nous, parce que oui, c'est une politique ville, mais les élus sont tout aussi importants dans ce processus-là. On va recevoir le rapport, mais je dis on va recevoir, en fait, je l'ai déjà reçu, c'était un cadeau arrivé d'avance et que j'ai reçu le rapport de consultation qui va me permettre de construire vraiment le squelette de la politique et la rédaction aussi qui va se faire pendant ce temps-là. Et entre l'adoption de la politique et sa rédaction, ben, on va déposer un plan d'action ville, donc qui va au-delà du plan d'action MIFI que vous avez vu passer aussi, qui a été adopté, mais un plan d'action ville, parce que l'immigration est transversale, puis elle concerne tous les services. Certains d'entre vous, Monsieur Gauthier, il a ciblé, Monsieur Simoneau aussi, je pense, je vous ai un peu harcelé pour participer à des choses, à des consultations et tout, mais on veut vraiment, vraiment que tous les services villes participent à ce plan d'action ville. Donc, vous n'avez pas fini de voir mon courriel passer parce qu'on trouve ça vraiment important. Puis ensuite, ben, l'adoption de la politique, Inch'Allah, si tout va bien, au mois d'octobre à l'automne prochain. Voilà. Est-ce que j'ai été dans mon temps? Je ne sais pas. C'était parfait. Ben, merci beaucoup pour la belle présentation livrée avec tellement d'enthousiasme et de passion. On a vraiment une belle ville. En tout cas, de votre point de vue, là, ça a l'air vraiment wow, l'accueil des immigrants. Puis, en tout cas, j'ai presque le goût de participer au programme, si je peux pas. Concernant le 19 mai, le comité de pilotage, je sais que
Madame Proulx, Monsieur de la Rougerie va pouvoir nous faire une liste des comités sur lesquels les élus doivent siéger, ou en tout cas, au moins pour la première année. Donc, on pourra regarder ça, puis après ça, lancer l'invitation. Là aussi, peut-être pour si des élus voudraient être là pour observer ou quelque chose comme ça, là, ça serait peut-être possible aussi, là, si les élus sont ouverts, s'ils ont envie de participer au débat, aux discussions. Est-ce qu'il y avait des questions parmi... Question, commentaire. Allez-y. Ben, au début, j'avais une question sur la francisation, sur la problématique, mais vous avez répondu plus loin. Mais je me disais, est-ce qu'il y a une perspective d'amélioration? Parce qu'au début, quand vous parliez, je me disais, c'est-tu un manque de place? C'est-tu un manque de volonté? C'est une complexité parce que les gens, ils se regroupent plus ensemble? Tu sais, je me demandais, c'était quoi qui faisait que la problématique était là, parce que je savais qu'il y avait beaucoup quand même d'organismes qui donnaient des cours de francisation. Mais là, vous avez dit finalement, c'est surtout le manque de place, malgré tout, qui reste problème, si j'ai bien compris. Oui, c'est vraiment le manque de place, l'adéquation aussi avec le ministère. Là, prochainement, on va avoir une rencontre avec la direction générale de la francisation du ministère pour voir un peu comment débloquer cette situation-là qui fait que des fois, ça démotive même les personnes. Des fois, ils sont obligés, quand ils arrivent, il faut qu'ils passent par la francisation. Mais quand tu y vas à reculons, c'est sûr que tu n'apprends pas bien. C'est moins intéressant. Puis, on nous a remis un guide d'accueil pour les nouveaux arrivants. Je l'ai feuilleté, là, je le trouve super. Tu sais, il est imagé, il est intéressant. Est-ce qu'il est juste en français? En français et en anglais. Traduit? Il est en anglais aussi. C'est les deux langues qu'on a en ce moment. C'est sûr qu'effectivement, le personnel ville nous l'a dit aussi. Y a-t-il moyen d'avoir les documents les plus utilisés ou les plus nécessaires pour les gens? Est-ce qu'il y a moyen de les traduire au 5-7 langues, parce qu'on a 130 communautés, on ne les fera pas dans les 130 langues, mais au moins les 5-7 majoritaires qui sont là, y a-t-il moyen de le faire? En même temps qu'on sait que le français, on ne veut pas le perdre et qu'il y a comme un équilibre à avoir là-dedans. Ben, c'est quand même beaucoup d'informations de base, là. Fait que, tu sais, on a fait un service de traduction avec les camps de jour, exemple, il y avait une ressource qui était là. Donc, pour la vie communautaire, la vie municipale, ça aurait pu être intéressant d'avoir quelques pages en plus, plusieurs langues, là. Tout à fait. Moi c'est sûr que j'adhère à ce genre de choses. Peut-être vous aviez mentionné aussi le fait que les politiques d'embauche dans les services puis tout ça, peut-être que M. Gauthier pourrait expliquer au SPS, là, dans le fond, le programme que vous avez mis en place là, dernièrement pour essayer d'attirer un peu plus de... Est-ce que vous voulez en parler, peut-être? Ben, en fait, nous, c'est le problème de l'attestation d'études collégiales. On facilite l'accessibilité à des gens des minorités parce que nous, il faut absolument passer par le collège et la technique policière à Nicolet, mais on peut alléger le programme, en fait, c'est ça. Fait que c'est une bonne chose. Puis là, présentement, le service de police, je pense qu'il y a 4 candidats qui se sont qualifiés, là. Mais on va voir le résultat dans 1 an. Fait que, on espère que ça va bien aller. Bel exemple, là, bravo pour cette opportunité-là. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, Madame Garfat, Monsieur Kibonge? Non? Bon. Merci beaucoup pour la belle présentation. Je pense que c'est ce qui va mettre fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier Madame qui est venue écouter la première séance de la Commission de la sécurité et du développement social. La prochaine séance sera le 2. La prochaine séance sera le 2 juin prochain. Il faudra vérifier l'horaire aussi parce que là, c'est exceptionnel cette heure-ci. Ça va être un petit peu plus tôt, là, comme les autres commissions là, pour les prochaines rencontres. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous, puis bonne soirée.